Les mesures dictées par le Vatican touchent 1 milliard de personnes sur tous les continents à travers le globe. À titre de comparaison, 300 millions de personnes vivent sous l'influence directe des États-Unis ou de l'ex-Union soviétique. Un homme règne au-dessus de ce vaste empire de fidèles, le pape, dont les mots et les vœux sont considérés par ses disciples comme une source d'inspiration divine. Aucune autre personne sur Terre ne dispose d'un tel pouvoir et d'une telle emprise. Les Illuminati auraient un grand intérêt à exercer une quelconque influence sur le pape et ses conseillers. Le KGB avait une équipe d'agents assignés en permanence à Rome, mais la cité du Vatican est un univers très fermé. Un État souverain et indépendant avec son propre gouvernement qui existe au sein même de la ville de Rome. Sa surveillance depuis l'extérieur est très incomplète. Nous nous sommes procurés d'autres documents du KGB, grâce auxquels nous avons appris qu'en 1972, les Illuminati ont élaboré un plan audacieux destiné à placer un de leurs hommes des services de renseignement soviétiques à l'intérieur des murs du Vatican. Une fois encore, le point final de la dernière phrase du document dissimule une pyramide coiffée d'un œil, le signe officiel des Illuminati. La confrérie secrète va enfin pouvoir contrôler l'Église catholique depuis l'intérieur. Un agent est dépêché au Vatican, se faisant passer pour un prêtre ukrainien expulsé de son pays pour sa rhétorique anticommuniste. Il est rapidement accueilli par le clergé pro-américain du Vatican. Au bout de quelques mois, il accomplit son objectif principal qui est de gagner la confiance de l'entourage du cardinal Villot, le secrétaire d'État du pape Paul VI. Voici un document exclusif du KGB que nous nous sommes procurés. L'homme sur la droite est un agent habillé en prêtre. Celui de gauche est le principal collaborateur du cardinal Villot. Je dois retourner au bureau. J'ai des choses à finir. Tout ceci me préoccupe. J'espère que quelque chose... Bonjour. Comment allez-vous? Le troisième homme est un autre agent du KGB qui, à n'en pas douter, a été placé dans les services de renseignement par les Illuminati. Il cherche également à se rapprocher du cardinal. Ça me fait énormément plaisir. Tant mieux. Votre collaboration nous est assurée. C'est très positif. Nous prenons tout ceci très en considération. Nous savons l'importance de cette collaboration pour vous et pour nous. Lorsque l'assistant de Villot effectue son traditionnel déplacement mensuel à Milan, le KGB installe une caméra dans sa chambre d'hôtel. Le prêtre est sur le point de tomber dans le piège classique du KGB qui va le faire chanter afin de garantir sa collaboration continue. En l'espace de quelques jours, il se lie d'amitié pour une femme qui gagne sa confiance. Le piège est bien tendu, comme en témoigne le film. Un soir, la femme rejoint le prêtre dans sa chambre pour l'emmener à un dîner de réunion. Rouge, blanc, plutôt du blanc, s'il vous plaît. Voyons, je crois qu'il doit y en avoir. Par ici. Je dis que du vin rouge, ça ira? C'est parfait. Tandis qu'il s'absente brièvement pour remplir les verres, elle retire son chemisier. Alors, qu'en dites-vous? Chérie, vous verriez votre tête? Le film s'interrompt brutalement. Mais quelle que soit l'issue de cette entrevue, les images du prêtre en présence d'une femme à moitié nue dans sa chambre sont assez préjudiciables pour garantir sa collaboration future à la surveillance des activités de Villot. Il va sans dire qu'à terme, les agents Illuminati du KGB vont chercher à manipuler Villot lui-même. Lorsqu'ils y seront parvenus, le cœur de la religion catholique, le pape Paul VI,
sera à leur portée. Mais il apparaît que les Illuminati ne se soient pas contentés d'exercer leur influence pour contrôler le Vatican. Ils ont également pu avoir recours au meurtre. Depuis la création de l'ordre, un certain nombre de dignitaires du Vatican, parmi lesquels 3 papes, sont morts dans des circonstances pour le moins douteuses. Dans chaque cas, le moment de leur disparition a été calculé afin d'entraîner d'importantes conséquences politiques. Un signe caractéristique de la confrérie secrète et de sa volonté d'influencer la politique mondiale à son avantage. En 1939, le pape Pie XI se tient prêt à faire une déclaration condamnant les fascistes et les nazis, des groupes qui perpètrent le genre d'exactions dont les Illuminati pourraient être les instigateurs. Mais avant que son discours ne soit rendu public, il meurt subitement. Un de ses proches collaborateurs, le cardinal Tisserand, se serait écrié à plusieurs reprises « Ils l'ont assassiné, ils l'ont assassiné ». Son corps est rapidement embaumé, rendant impossible toute autopsie pour déterminer les causes de sa mort. En 1978, il semble que la confrérie secrète ait à nouveau recours au meurtre pour manipuler la papauté. Le pape Paul VI meurt subitement. De l'aveu général, sa santé était fragile, mais pour nombre d'observateurs, sa dégradation soudaine est simplement trop opportune. Quoi qu'il en soit, les architectes Illuminati se retrouvent confrontés à un cas de figure qu'ils n'ont probablement pas envisagé. Un pape insoumis, Jean-Paul Ier. Presque immédiatement après être entré en fonction, le nouveau pape se montre très indépendant. Jean-Paul Ier semble avoir un profond mépris pour la corruption qui sévit autour des finances du Vatican. Lorsqu'il était cardinal de Venise, la banque catholique vénitienne a été vendue au cours d'une transaction secrète à la Banque du Vatican pour un montant nettement inférieur à sa valeur. Les profits réalisés en sous-main sont estimés à plus de 70 millions de dollars. Mais pour les Vénitiens, les pertes sont énormes. Le clergé de la ville perd même ses capitaux de retraite. Parmi les intervenants de la transaction, le banquier Roberto Calvi, son mentor Sindona et le directeur de la Banque du Vatican, l'évêque Marcinkus. Lorsque Jean-Paul Ier devient pape, les 3 hommes sont encore chargés d'investir les fonds de l'Église. Dans le cadre de ces nouvelles fonctions, le pontife a le pouvoir d'enquêter sur leurs activités et de divulguer publiquement les faits. Le montant des transactions illicites qu'il risque de découvrir s'élève à près d'1 milliard de dollars. De telles révélations porteraient un sérieux coup aux Illuminati qui sont certainement derrière ces malversations. Le danger qui menace le pape apparaît clairement lors d'un entretien privé entre Jean-Paul Ier et Monseigneur Nicodime, un archevêque orthodoxe russe. Au début de la conversation, on sert le café. Nicodime porte la tasse à ses lèvres et s'effondre presque instantanément sur le sol et meurt. Son visage est horriblement tordu par la douleur, témoignant d'une terrible souffrance. Abasourdi, le pape repose prudemment sa tasse avant de boire. Il est certainement conscient que le café empoisonné lui était destiné. Cependant, le médecin officiel annoncera hâtivement que l'archevêque est décédé de ce qui semble être la cause de mortalité standard au Vatican, un infarctus foudroyant. Tous les faits qui entourent la mort mystérieuse de l'archevêque russe, Nicodime, font penser à une tentative d'assassinat avec dissimulation des preuves. Le corps de la victime est embaumé à la hâte, sans examen médical préalable. Après l'embaumement, il est impossible de pratiquer une autopsie pour déterminer les causes de la mort, surtout s'il s'agit d'un empoisonnement. Qui plus est, le café qu'a bu l'archevêque n'a jamais fait l'objet d'une analyse et aucune expertise médico-légale n'a été pratiquée. Bien qu'aucune preuve n'ait été révélée, nombreux sont ceux pour qui il apparaît clairement que le pape a échappé de justesse à un meurtre seulement 10 jours après son investiture.